Le pouvoir d'achat s'inscrit en tête des préoccupations des Français. Qui dit pouvoir d'achat dit question d'inflation. Mais de quoi s'agit-il? Je vais aborder un des sujets les plus ardus, les plus arides, probablement les moins intéressants qui paraissent. Et pourtant, ce sujet, c'est celui des indicateurs économiques. Nous n'arrêtons pas dans la vie courante, dans le débat public, dans le débat politique, d'être confrontés à des indicateurs. Indicateurs d'inflation, indicateurs de dette publique, indicateurs d'endettement privé, etc., etc. Sans que bien souvent nous nous interrogions sur ce qu'il y a derrière ces indicateurs et sur la réalité qu'ils signifient. Je prendrai ce matin l'exemple de l'indicateur d'inflation, parce qu'il faut le remettre en cause. L'indicateur d'inflation, ça passe pour l'indicateur des prix du panier de la ménagère. Et ça pose évidemment quelques questions. Est-ce qu'on tient suffisamment compte de l'augmentation des prix des fruits et légumes? Est-ce que l'on tient suffisamment compte du coût de l'Internet, de tous ces abonnements qui finissent par peser lourd dans le budget d'un ménage? Bref, est-ce que tout est bien pris en compte? Mais il y a une question bien plus importante. Les indicateurs d'inflation tels qu'ils sont usés par les gouvernements et les banques centrales se limitent au prix à la consommation. Or, Paul Volcker, gouverneur de la Banque centrale des États-Unis, Federal Reserve, dans les années 80, avait été l'un des très rares à considérer que l'indicateur de l'inflation devait aussi traiter de la hausse des prix des actifs financiers et des actifs immobiliers. Or, qu'est-ce que l'on constate? Si l'on constate en effet que nos indicateurs utilisés chaque jour concernent les prix à la consommation, ils ne disent rien de l'inflation des prix de l'immobilier et des actifs financiers. Or, cette inflation-là est tout à fait considérable. Cette inflation-là est tout aussi considérable, elle pèse lourdement et sur le pouvoir d'achat à la consommation, mais aussi naturellement sur les inégalités de patrimoine beaucoup plus importantes que les inégalités de revenus en France du moins. Il va falloir corriger les indicateurs de l'inflation pour qu'ils adressent beaucoup plus équitablement et de manière plus juste économiquement et socialement la réalité des conditions de vie des Français. Il est impératif que dans les indicateurs d'inflation soit intégrée l'inflation des prix de l'immobilier et aussi l'inflation des actifs financiers. C'est une cause de vérité et de réalisme, mais c'est aussi une cause de débat public sain et équitable. Les Français, les Européens vont-ils être confrontés au passage du quantitative easing au quantitative tightening? La finance a choisi de parler anglais, on peut le déplorer, mais c'est ainsi. Ce que ces phénomènes désignent, c'est tout simplement le fait que nous passions d'une politique conduite par les banques centrales de création de masse monétaire sans cesse accrue par rachat des obligations émises par les différents pays participants à l'Union européenne, à une politique de réduction de la masse monétaire dans laquelle l'Union européenne ne rachèterait pas les obligations arrivées à échéance. Cela veut dire tout simplement que les conséquences sur le financement de la dette deviendraient considérables parce que les taux payés pour l'émission de la dette des États membres augmenteraient considérablement. Je donnerai simplement un seul chiffre à cet égard, hélas méconnu. La Banque centrale européenne détient en ce moment près du tiers du total des émissions des nations composant l'Union européenne et adhérant à l'euro. C'est énorme, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire. Ça s'est d'autant moins vu dans l'histoire que l'augmentation de ces endettements a été considérable au cours des 10 dernières années, au nom d'une nouvelle théorie monétaire née aux États-Unis et qui considère qu'à la limite, les États peuvent s'endetter indéfiniment à partir du moment où les banques centrales sont d'accord pour financer l'économie, j'ai envie de dire, à crédit perdu. Cette théorie, cette nouvelle théorie monétaire fait le désarroi des théoriciens de l'économie et elle fait aussi le désarroi des gouverneurs et des présidents des banques centrales. Aujourd'hui, ils sont confrontés à la reprise en main de cette masse monétaire indûment créée. Et cela conduit à une politique de quantitative tightening. Il va falloir resserrer la masse monétaire en circulation, ce qui signifie une augmentation de l'inflation à court ou à moyen terme. Ça a une conséquence pour tous les épargnants. Fuir les titres de dette.
Fuir les titres libellés en euros parce que nous pouvons nous trouver devant un choc inflationniste dans les années à venir. L'objectif de la Banque centrale de maintenir l'inflation à 2% a été tenu, il risque d'être largement dépassé. Pour les épargnants, une seule consigne, attention, les fonds d'État, les obligations, tout ce qui se libelle en taux d'intérêt pour les années à venir est probablement à fuir. Pendant plusieurs décennies, la France-Afrique a défrayé la chronique. Affaire des diamants donnés par Bokassa, président de la Centrafrique, au président Valéry Giscard d'Estaing, qui a pesé lourd dans l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand. Multiples affaires ensuite, avec des relents de corruption, de trafic d'influence, de réseaux plus ou moins secrets, avec un opérateur machiavélique et génial comme Jacques Foccart. Combien de noms tour à tour ont été évoqués pour caractériser ces liens de subordination, d'intérêt et aussi d'influence maintenus par la France sur ses anciennes colonies. Nous en sommes loin. Un ouvrage récemment paru sous la plume de Leslie Varenne, Emmanuel au Sahel, nous pousse à nous interroger sur les relations futures de la France et de l'Afrique. Ces relations ne sont pas bonnes. Ces relations ne sont pas bonnes, un certain nombre de grands opérateurs économiques français se sont retirés d'Afrique. La Société Générale a liquidé une partie de ses réseaux bancaires africains, d'autres la suivent, et d'une manière générale, on peut s'interroger sur la suite de la présence française en Afrique. 3 mots me semblent importants. En finir avec l'arrogance, respecter la souveraineté des États africains, et prendre conscience de l'importance du mouvement de seconde décolonisation en cours. L'ouvrage de Leslie Varenne est sans concession et je le recommande à tous les localistes et à tous les auditeurs de TV Liberté. Pourquoi ? Parce que Leslie Varenne, qui écrit comme dans un roman, décrit les déboires successifs d'une politique marquée à la fois par l'arrogance, par l'incompétence et par l'ignorance. Nos amis africains, j'ai passé beaucoup de temps récemment au Mozambique avec différents ambassadeurs de pays africains francophones, ne supportent plus l'arrogance et ne supportent pas le mépris pour leur souveraineté. 2 exemples n'ont été très peu cités par la presse française. Le premier, c'est le refus par le Cameroun d'accepter la venue sur son sol d'un ambassadeur à la cause LGBT. La seconde, c'est le refus par la Zambie d'autoriser et d'accréditer un ambassadeur que la Zambie considère à tort ou à raison comme connu pour différents trafics et aussi pour les lavish gay parties qu'il organisait dans ses ambassades. Bref, l'Afrique ne supporte plus l'arrogance française. Un ambassadeur me disait ne plus supporter les admonestations d'ambassadrice de France après qu'il ait reçu à 2 reprises Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Russie. Les conséquences pour la France sont sévères. La France a contrôlé jusqu'à 12 ou 14 votes des pays africains à l'Assemblée générale des Nations unies. Elle les a perdus. Le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, etc., ne votent plus comme la France leur demande ou comme la France le conseille. C'est une perte d'influence considérable pour la France qui doit de manière urgente prendre conscience de l'importance de la seconde décolonisation, refonder ses liens avec les pays africains sur la reconnaissance de leur souveraineté et sur la coopération people to people, la coopération décentralisée, la coopération d'affaires. Et oublier le moment où, même après la colonisation, la France prétendait décider de l'avenir de ses anciennes colonies, influencer sur les décisions économiques, influencer sur le vote à l'Assemblée générale des Nations unies et décider de leur politique étrangère. Elles existent désormais comme nations souveraines, elles refusent toute ingérence. Il est urgent que les opérateurs français, pour préserver l'amitié séculaire entre la France et certains pays africains, prennent en considération ces événements d'une importance majeure. Un communiqué récent du ministre des Affaires étrangères de l'Inde, M. Jai Shankar, est passé à peu près inaperçu de la presse française et européenne. Ce communiqué revêt pourtant une importance majeure pour la stabilité régionale. À la suite d'une rencontre entre l'un des chefs des armées indiennes et le ministre des Affaires étrangères de la Chine, Jai Shankar affirme que 75% des problèmes frontaliers existants entre la Chine et l'Inde dans la région du Ladakh ont été résolus. Et l'on me dit par ailleurs que les problèmes frontaliers dans la région de l'Himalaya à l'est sont également en train d'être résolus.
Si tel était le cas, un sujet absolument majeur pour la stabilité régionale et pour l'avenir de tout le continent eurasiatique serait en passe d'ouvrir la voie à une coopération fructueuse entre les deux premières nations du monde. La situation ne fait en effet aucun doute. L'Inde est le pays le plus peuplé au monde, suivi de peu par la Chine. L'Inde et la Chine, à elle seule, représentent 3 milliards d'habitants sur la planète, un peu plus si l'on considère l'ensemble du sous-continent indien et les pays de l'océan Indien qui dépendent étroitement de l'Inde. Cela signifie évidemment que le sort de ces deux pays est important pour le monde. Mais cela signifie surtout que si une coopération venait à se nouer entre ces deux pays, à la fois sur le plan diplomatique, sur le plan économique, sur le plan de l'innovation, notamment celui de l'intelligence artificielle, celui des nouvelles énergies et celui de l'environnement, la face du monde en serait changée. Toute avancée vers une solution pacifique dans les conflits frontaliers entre la Chine et l'Inde. Tous avancer vers une stabilité négociée entre ces deux pays dans des régions troublées, notamment le Bangladesh, déstabilisé par une de ces révolutions de couleurs dont les États-Unis ont le secret pour déstabiliser une région qui échappe à leur domination et à leur contrôle. Eh bien, toute évolution vers la stabilité régionale dépend de la coopération entre l'Inde et la Chine. Cette coopération semble désormais possible. Un certain nombre de portes sont ouvertes que les grandes familles industrielles indiennes, que les grandes sociétés chinoises devraient entendre. Parce que de cette coopération dépend un nouvel équilibre des forces pour le monde, plus de liberté et plus d'autonomie stratégique pour l'Union européenne et pour la France. Il est de l'intérêt supérieur de la France et de l'Union européenne que des alliances arrivent, que des coopérations se nouent et que l'amitié historique entre ces deux grands pays que sont l'Inde et la Chine en arrive à une nouvelle étape, la face du monde en sera changée. Dans la seconde semaine du mois d'octobre 2024, dans la ville de Wenzhou, province du Zhejiang, en Chine, l'une des provinces les plus commercialement actives et dynamiques de la Chine, se tenait un forum consacré à la coopération entre les pays de l'Union européenne, la Chine, pour le développement de l'Afrique. Au cours de ce forum, une nouvelle importante a été annoncée et communiquée. C'est la création d'une banque africaine pour l'énergie. 18 pays africains sont convenus de mettre en commun des ressources financières, des ressources d'ingénierie, de capacité d'exploration pour exploiter les ressources énergétiques du sous-sol, ce gaz et ce pétrole dont une grande partie de l'opinion occidentale ne veut plus les voir. De quoi s'agit-il ? Tout simplement de l'effet pervers des indicateurs dits de responsabilité sociétale et environnementale, les indicateurs verts, Corporate Social Responsibility, etc., qui de fait interdisent aux établissements bancaires, comme d'ailleurs aux compagnies d'assurance occidentales, de soutenir tout projet d'exploitation de gaz ou de pétrole qu'il soit. Pour l'Afrique, c'est une aberration. C'est une aberration tout simplement parce que l'Afrique ne participe en rien par ses émissions de carbone au changement climatique en cours. S'il n'y a aucun doute sur le changement climatique et sur son origine humaine, il n'y a non plus aucun doute sur le fait que certains pays africains non seulement ne contribuent pas au changement climatique, mais contribuent à piéger le carbone. C'est le cas de pays comme le Gabon, c'est le cas de pays peuplés par la grande forêt équatoriale et tropicale africaine, qui sont des puits de carbone. Dans ces conditions, pourquoi interdire et pourquoi empêcher le financement de toute exploitation du gaz et de pétrole qui abondent dans certains territoires d'Afrique? C'est imposer à l'Afrique un frein à son développement, c'est imposer à l'Afrique une pénalité que supportent à juste titre des pays occidentaux qui ont surexploité les ressources du sol et les ressources énergétiques depuis les 2 derniers siècles et nourri avec ces moyens leur croissance industrielle. C'est totalement injuste pour des pays en quête de développement et en quête d'énergie. C'est en plus catastrophique sur le plan écologique. Parce que sur le plan écologique, la première préoccupation de l'Afrique, c'est la déforestation et c'est la mort des sols. Déforestation et mort des sols qui ont largement pour origine le fait que plus de 600 millions d'Africains ne disposent d'aucun accès à l'électricité et plus d'1 milliard d'Africains utilisent quotidiennement le bois et notamment le chardon de bois pour faire la cuisine, pour se réchauffer, pour disposer d'énergie. Il est donc crucial
de financer des projets de gaz et de pétrole en Afrique qui puissent servir au développement de l'Afrique. Il est crucial de réviser des indicateurs de bonne conformité, de bonne compliance aux diktats des ONG ou des fondations soi-disant environnementales. Pour l'Afrique, utiliser les carburants fossiles, c'est prévenir la déforestation, c'est éviter la destruction des sols et leur stérilisation. Si l'Afrique doit manger à sa faim, si les nations africaines doivent se développer, fournir les emplois et fournir les perspectives d'une meilleure vie à leur population, c'est bien parce qu'elles sauront exploiter les ressources de leur sous-sol. Il est urgent de modifier les indicateurs, il est urgent d'aider la Banque africaine de l'énergie à donner enfin à l'Afrique et aux nations africaines l'énergie dont elles ont besoin. Les arbres captent le carbone. La reforestation, la plantation d'arbres font donc partie des éléments fondamentaux de lutte contre le changement climatique et font l'objet de vastes plans dits de compensation carbone qui permettraient notamment aux pétroliers, qui permettraient aux compagnies aériennes, aux fabricants d'avions, en quelque sorte de compenser les effets négatifs de leurs produits ou de leur activité sur le climat. Simplement, il vaut la peine d'y regarder un peu plus près. C'est ce qu'ont fait les localistes en s'intéressant notamment aux travaux remarquables d'une association environnementale qui s'appelle Canopée. Pour les localistes, s'il y a bien un problème global de dérèglement climatique ou de changement climatique, il n'y a pas de réponse globale, tout simplement parce que deux écosystèmes ne sont jamais les mêmes. Et la réponse de deux écosystèmes au changement climatique ne sera jamais identique, ce qui appelle donc des réponses différentes. C'est ce qui se vérifie dans le cadre du constat que l'on peut faire à propos du plan 1 milliard d'arbres tel qu'il a été présenté en France. Ce projet 1 milliard d'arbres, il se traduit très concrètement par le fait qu'il est possible de couper à ras des forêts, sous prétexte que 20% des arbres sont malades ou sont morts. On coupe donc des forêts existantes en vendant le bois au prix actuel, c'est-à-dire un prix élevé, et on replante généralement en monoculture, généralement en pin de Douglas, alors que l'on avait auparavant des forêts diversifiées, beaucoup plus résistantes aux aléas climatiques. Le résultat, il est connu. Plus du tiers des arbres qui sont plantés sans aucune précaution par rapport à l'écosystème existant meurent dans l'année. Ils meurent parce que les coups à ras n'ont pas laissé l'ensemble de tissus de plantation, de végétaux, d'arbustes, de buissons d'hiver qui protègent les jeunes arbres et leur fournit un écosystème favorable à leur développement. Un tiers des nouveaux plants meurent tout simplement parce que la monoculture est infiniment plus sensible aux événements climatiques extrêmes et notamment au froid ou aux extrêmes chaleurs de l'été. Le plan 1 milliard d'arbres est un échec. Mais c'est en même temps une escroquerie financière. C'est une escroquerie financière qui a permis à quelques intérêts bien avisés de vendre du bois de grande qualité, du chêne, du hêtre, etc. au prix actuel, en replantant des arbres à très faible prix et en bénéficiant des soi-disant crédits attribués au titre de la compensation carbone. C'est un excellent moyen de se faire une bonne conscience pour les producteurs d'énergie fossile, pour les avionneurs, pour les compagnies aériennes. C'est catastrophique pour l'environnement et cela illustre bien le fait qu'une question globale, il n'existe que des réponses territoriales et localistes parce qu'aucun système n'est le même et parce que deux écosystèmes ne réagissent jamais aux mêmes questions, qu'elles soient climatiques, qu'elles soient d'agression chimique ou d'une autre nature. Le localisme, c'est la véritable voie d'une écologie progressiste, c'est la véritable voie de l'écologie scientifique telle qu'elle doit reprendre ses droits, trop souvent dévoyés par une écologie politique qui en fait sert aux grands intérêts au détriment de l'environnement, au détriment de nos communautés humaines et au détriment de nos territoires.